Bonjour tout le monde, bonjour Jérémy. Bonjour Nicolas, salut à tous. Tu m'entends bien? Tout va bien? Très bien, c'est parfait. Bon, j'espère que l'image et le son sont clairs pour tous ceux qui nous suivent. C'est le premier Facebook Live d'une série de rencontres régulières que nous souhaitons avoir avec des partenaires emblématiques sur des thématiques diverses, évidemment tout en lien avec la Nouvelle-Aquitaine. C'est l'occasion pour nous, écologistes, d'écouter, de partager, aussi de présenter aussi la vision et la réflexion des écologistes, mais aussi d'exposer des points clés de notre programme et évidemment d'échanger avec des invités de marque. Alors, comment ça va se passer? On va avoir tout simplement quelque chose de très convivial, une conversation avec l'invité pendant 40 minutes, 45 minutes, et puis surtout après un temps d'échange avec vous à travers les questions que vous vous posez et que vous pourrez poser en commentaire sur ce compte Facebook. Voilà, vous voyez, c'est très simple. L'idée, c'est que ce soit le plus convivial possible. Alors aujourd'hui, je le disais, c'est le premier Facebook Live et pour cette occasion, on accueille Jérémy Pichon, que beaucoup de gens connaissent et qui mène d'ailleurs une action de longue date avec ta famille, Jérémy, notamment sur la réduction des déchets au quotidien. Et c'est d'ailleurs une expérience que tu as partagée au travers de livres et de multiples conférences. Écoute, pour commencer, peut-être que tu pourrais un peu nous préciser tout ça et puis peut-être en quelques mots te présenter pour amorcer la conversation. Oui, tout à fait, Nicolas. Donc, Jérémy Pichon, le papa de la famille Zéro Déchet, puisqu'on est quatre, il y a aussi deux enfants. Le Zéro Déchet, c'est une aventure qu'on a menée depuis 2014. Donc, tu vois, ça fait 6 ans, maintenant la septième année, qui s'est soldée par 2 livres et une tournée de conférences de 4 ans et demi, un petit peu partout. Je suis même allé jusqu'à Moscou, dis-toi. Londres, Montréal, bref, le mouvement Zéro Déchet devient international et nous dépasse complètement, ce qui est tant mieux. Et avec ces 2 livres qui se sont bien vendus, 3, puisqu'on a aussi les enfants Zéro Déchet, on a fait un livre pour les enfants et pour les adultes qui encadrent les enfants. Ben c'est un mouvement international qui est autour du zéro déchet et qui est un mouvement de transition écologique autour de sa pratique personnelle. Alors, si tu veux, je peux essayer de résumer un petit Oui, peu peut-être que tu nous comment on est dises, arrivé pardon, là. Pardon. voilà, que tu nous dises peut-être que qu'est-ce qu'on appelle le zéro déchet et concrètement qu'on comprenne bien comment ça se passe justement dans une famille avec deux enfants. Alors, le zéro déchet, c'est s'attaquer au déchet qui est, et ça sera un point clé, je crois, de notre conversation, Nicolas, qui est un symptôme Ouais. de notre société. Le déchet, c'est ce qu'on obtient dans notre logique aujourd'hui de croissance économique basée sur l'extraction de matière, la transformation, la consommation. On est dans une logique aujourd'hui de production qui est linéaire. Voilà notre système économique aujourd'hui. Et en bout de chaîne, évidemment, on se retrouve avec un déchet qu'il va falloir gérer. Et que les élus aujourd'hui gèrent pour les collectivités, c'est les Comcom et les agglos qui ont cette gestion-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau à ces élus. J'en rencontre beaucoup depuis 5 ans que je tourne en conférence et ils font un travail exemplaire. Donc voilà, on est dans un système économique qui est linéaire et en bout de chaîne, on se retrouve avec aujourd'hui 590 kilos de déchets par personne et par an. Ce qui est énorme et ce qui est la plus petite partie de nos déchets produits à l'échelle nationale, mais on y reviendra. Et donc, en s'attaquant au zéro déchet, ben, on va s'attaquer à cette bout de chaîne, ce bout de chaîne, et essayer de le réduire au quotidien chez soi, ce qu'on appelle les déchets ménagers résiduels, les DMR, et qui finissent dans notre poubelle, le plus souvent dans la cuisine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à peu près une poubelle tous les 3 jours pour chaque personne. Et comme c'est le symptôme de notre société, en s'attaquant à ce déchet, et ça c'est intéressant, on va détricoter le système. Et c'est ce que j'expliquais en conférence, j'explique dans les livres, j'explique ce système, puisque ce déchet est le symptôme, voilà comment on l'a produit, et voilà, nous, en tant que consommateurs, en tant que famille, à quel point de la chaîne on se situe. En essayant de réduire ces déchets en bout de chaîne, on va retricoter un autre système dans notre quotidien qui sera beaucoup plus vertueux et écologique. Voilà. Voilà zéro déchet dans sa substance. Et ce qui est intéressant, et je te laisse la parole après, mais Non, ce qui est non. intéressant, c'est que non seulement ça permet
de faire une transition écologique individuelle, de travailler sur son système autour de soi et donc en local. Et ce qui est intéressant, c'est que ça paye, parce que quand on réduit sa poubelle, on le voit. Et ça, c'est une des rares actions écologiques que l'on peut voir. Le CO2 qu'on émet avec sa voiture, on ne le voit pas. La perte de biodiversité et de ressources, on ne le voit pas au quotidien. Par contre, la poubelle qui réduit, oui, on la voit. Donc, pour moi, le zéro déchet, c'est une pédagogie qui fonctionne aujourd'hui et dont les gens se sont emparés, j'en suis ravi. Et justement, pour aller au bout de ça, avant de rentrer dans le dur, tu disais que justement vous étiez engagé dans cette démarche en 2014, je crois, c'est ça, hein. C'est Et ça. qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant pour vous parce que c'est quand même un vrai changement, en fait, c'est un vrai bascule. Donc, est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant ou c'est une prise de conscience qui s'est fait un peu progressivement? Alors, nous, on a commencé, moi j'ai commencé à rentrer dans l'altermondialisme et l'écologie en 98. Donc, tu vois, je fais mon vieux dinosaure. À l'époque, c'était avec Attac et sur la taxe Ouais, Tobin et la transaction financière. En 2001, je suis rentré chez Mountain Riders, qui est l'équivalent de Surfrider Foundation qu'on connaît bien ici en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on l'a créé avec une bande de copains à l'époque dans les Alpes, sur le même mouvement qui était de ramasser les déchets, mais en montagne, pas sur la plage d'accord. et au bord des rivières et surtout autour des stations de ski. Et on essayait de proposer un modèle de station de ski qui soit plus durable, plus respectueuse de son environnement et autour évidemment des émissions carbone, de l'alimentation, etc. Donc c'est là où je suis rentré. Puis rappelle-toi, à l'époque, c'était 2004 Al Gore, Une vérité qui Bien sûr. dérange, 2006 le pacte écologique avec l'autre Nicolas. Ouais. Et, voilà. Et nous, on était partenaires de Nicolas à l'époque. On allait à Paris à la Fondation assez souvent. On a beaucoup soutenu, on y a beaucoup cru. Et on a débouché sur ce moment magique pour moi, hein, qui était clé dans les 20 ans qui viennent de passer, qui sont le Grenelle de l'environnement Je suis d'accord. 2007, 2008, Grenelle 2, Grenelle de la mer 2009. J'ai participé aux trois. On marchait sur l'eau, on allait changer la planète par le haut. Première fois que les institutions, les politiques, les entreprises et les ONG se retrouvent autour de la même table pour décider. Voilà. Donc, on parlait le matin parce que Borloo, l'après-midi, il n'est plus très clair. Mais ça a été un moment extraordinaire. J'aurais aimé qu'on l'applique. On aurait une autre société aujourd'hui, clairement. Par contre, on a perdu, à mon avis, la bataille. En 2008, on a commencé à partir sur l'iPhone, la numérisation, la consommation à outrance. Et on n'a pas appliqué tout ça. Donc, voilà, j'ai connu tout ce travail-là. J'ai continué, évidemment, dans les associations. Je travaille pour Surfrider Foundation. Ouais. Et donc, en 2014, j'étais à Biarritz. Je travaillais pour Surfrider. Je développais les activités éducatives autour des enfants, des entreprises, des élus. Et donc, j'allais sur la plage ramasser le plastique et j'expliquais ô combien le plastique est un fléau pour notre océan et notre cycle de l'eau. 14 millions de tonnes annuelles, hein, pour rappel. Et puis, je rentrais chez moi et j'en mettais dans ma poubelle. Alors, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on soit cohérent. Donc, avec ma femme, on a pris la poubelle, on l'a mis dans le jardin pour essayer de comprendre pourquoi on avait encore ce plastique. Nous qui étions écolos, qui faisons attention, on avait encore une poubelle. Incroyable. Le système te rattrape même quand tu le veux pas. Et à partir de cette poubelle étalée dans notre jardin au printemps 2014, on s'est dit, OK, on va essayer de ne plus en avoir. Tout le monde nous a pris pour des fous. On a lancé un blog qui s'appelait Nos Poubelles à l'époque. Toi, le zéro déchet n'existait pas. Et on s'est lancé là-dedans. Et puis d'une poubelle, tous les 3 jours, on est passé une poubelle par mois, la première année. La deuxième année, à une poubelle en 6 mois. Et la troisième année, un bocal d'1 litre. Et là, on s'est dit, OK, c'est possible. On peut arriver à réduire ces déchets. Et du coup, changer son mode de vie, on en reparlera après. Sur ce, un éditeur est venu nous voir. Votre blog marche super bien. C'est vrai qu'on est quasiment à 4 millions de personnes aujourd'hui, de visiteurs, donc c'est énorme. Et on a sorti ces bouquins et c'est devenu, avec d'autres, hein, il y a aussi Bea Johnson, l'association Zero Waste France, on a un peu les trois à tirer tout ça et c'est devenu un mouvement de transition écologique dont je suis aujourd'hui très fier. Voilà un peu comment on est parti là-dedans. C'est que les déchets, moi, ça fait depuis début des années 2000 que je les ramasse dans l'environnement et j'en ai ramassé des kilotonnes et que j'ai pris conscience de l'impact direct sur l'écosystème, la faune, la flore et qu'aujourd'hui, le plastique, et je le dis haut et fort, est un fléau. En tout cas, les plastiques à usage unique jetables. Et là-dessus, il va falloir qu'on avance, et pas en 2040, comme nous prévoyait Brune Poirson, hein, à l'époque. On est bien d'accord. Et du coup, avant qu'on rentre dans le sujet un peu plus systémique,
La bascule que vous avez fait en 2014, puisque tu montres une évolution assez impressionnante entre le volume de la poubelle et 3 ans après, tu finis à un bocal, est-ce que vous avez eu le sentiment que ça demandait des sacrifices? Comment vous l'avez vécu ça? Parce que ça veut dire changer à peu près tout dans son quotidien. Alors nous, on avait déjà, tu imagines, une vie plutôt écologique puisqu'on avait déjà un compost, on avait une démarche de circuit court. Donc en fait, on a plus approfondi notre démarche. D'accord. On a essayé d'être un petit peu plus discipliné et organisé pour avoir des meilleurs résultats. Effectivement, quand on est dans un système de grande distribution, de consommation à outrance, c'est compliqué de se dire du jour au lendemain, j'arrête tout. Alors, c'est ce que j'explique en conférence et dans les livres, c'est de dire il faut que ce soit progressif, il faut être patient, puisque ça ne se fait pas en une journée. Nous, on a mis 3 ans pour arriver au bocal et on était déjà engagés. Donc, voilà, quand on part de quelque chose de consommation de masse, il va falloir être patient et puis indulgent avec soi-même. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. J'ai une voiture, j'ai du plastique encore chez moi. Il y a plein de choses encore à améliorer. Tu le sais comme moi, la transition écologique, c'est une démarche d'amélioration continue. Et effectivement, ben, ça fait partie de. Il y a des renoncements. J'aime pas trop le mot sacrifice, puisque Ouais, c'était volontaire. moi, je vois un couteau avec du sang qui coule, tu vois, sacrifice, sur un autel. Donc, j'ai plus envie de parler de renoncement. Effectivement, il y a des renoncements. C'est une démarche de sobriété volontaire. Et au début, il y a des petites choses sur lesquelles voilà, qu'on n'a plus à la maison. Je parle, je sais pas, je fais des blagues dans mes conférences sur les chips, mais on vit très bien sans chips en fait. Hein. On vit très bien sans yaourt industriel. On vit très bien sans tout ça. Ce qui est compliqué, c'est pas tant de s'en passer, c'est de changer son habitude. C'est ça. Et c'est ça, depuis 20 ans, comme moi, tu le sais, ce qui est compliqué, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'inconnu. On n'aime pas aller vers un système dont on n'imagine pas ce qui peut être. Et c'est bien le problème depuis 20 ou 30 ans qu'on est sur ces problèmes-là. C'est qu'on a peur de l'inconnu et on ne veut pas y aller. Et ce qui coûte, c'est le premier pas. Voilà. Et dans le zéro déchet, ce qui est génial, c'est que quand on commence, on ne s'arrête pas. D'abord, on ne revient pas en arrière, on ne change pas ses habitudes une fois qu'on les a. Moi, je ne vais pas retourner à Lidl acheter des tomates andalouses dans un filet en plastique. Hein. Donc, je garde mes habitudes. Et puis, une fois qu'on commence à comprendre et à connaître le système, qu'on commence à être un peu acteur du changement, ben, c'est un engrenage, on continue. Et puis, on déroule la pelote. Et puis, je vois des gens qui me disent, même nous, on a changé notre vie. Je reçois des mails quotidiennement, me dire, vous avez changé ma vie. J'ai laissé tomber mon boulot. Donc voilà, après, on va vers d'autres changements personnels. Ce qui coûte, c'est le passage à l'acte. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, le frein de la transition, si tu veux, le passage à l'acte collectif. C'est-à-dire que pendant ces 20 ans que je te l'écrivais, on a fait la prise de conscience. Et ça a été un travail remarquable des ONG, et c'est leur force, c'est qu'on a conscience du changement climatique, du problème du cancer et de l'environnement, du problème de la biodiversité, etc. Tout ça. Maintenant, on est à une période clé de notre vie collective, de notre société, où il va falloir passer à l'acte collectivement. Passer à l'acte individuellement, ça se fait de plus en plus, mais il va falloir passer à l'acte collectivement. Là, ça pêche. On a peur de ce qu'on va trouver comme société après. Notre système aujourd'hui est catastrophique, crée de la pauvreté et de l'inégalité, mais quand même, on préfère essayer de le garder plutôt que de changer pour autre chose. C'est fou, hein. Voilà, donc c'est ce qu'il va falloir faire. On en parle, mais à mon avis, rassurer, proposer des solutions, proposer un autre récit pour aller vers une autre société. J'en suis convaincu, et toi aussi, qu'on peut vivre beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui dans notre système. Oui, et tu as raison quand tu dis effectivement que c'est plus des renoncements, mais en même temps, ça ouvre sur autre chose. Parce que quand on veut changer de mode de vie pour engager la démarche que tu as fait, ça veut dire aussi se trouver des alternatives, ça veut dire aussi se reconnecter à son territoire, et ça veut dire finalement habiter son territoire différemment. Donc du coup, ça ouvre quand même des horizons qui finalement très positifs. J'en profite pour remercier les commentaires et toutes les personnes qui nous suivent, et surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, parce qu'on va prendre un moment après pour, en tout cas, vous répondre au mieux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Tu évoquais le fait, effectivement, qu'après, il faut un changement systémique, et il faut qu'après, ça se traduise, enfin, je le dis autrement, ça se traduise aussi en termes de politique publique, et que il y a un échelon au-dessus à gérer d'accompagnement au-delà de l'initiative individuelle. Au niveau de la région, puisqu'on va en parler un peu, c'est aussi le but,
l'idée, c'est que la région, aujourd'hui, a une compétence réelle en termes d'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, pour ceux qui sont qui connaissent peu le concept, en fait, c'est, pour le dire très simplement, imaginez, pour l'expliquer très simplement, imaginez un arbre. Voilà, un arbre, imaginons les feuilles d'un arbre, quand elles fanent ou qu'elles tombent au sol, ce sont ces déchets. Elles deviennent des nutriments organiques pour d'autres organismes, les microbes, et qui eux-mêmes permettent de rendre le sol fertile. Et du coup, il y a zéro déchet, ça fait 4 milliards d'années que ça dure, il y a zéro déchet et les écosystèmes naturels fonctionnent de manière prospère et quasi, finalement, c'est ça, l'économie circulaire. C'est d'imaginer comment on pourrait concevoir l'économie comme un métabolisme biologique. Et finalement, c'est ce que Jérémy disait, c'est-à-dire que, et tu le disais dans ces termes-là, c'est-à-dire que c'est comment on pense une économie où l'objectif serait de remplacer une économie linéaire qui, dans un même mouvement, épuise les ressources et accumule les déchets, pour effectivement faire émerger un modèle où le réemploi, ça serait la pierre angulaire de l'activité économique. Pour le dire un peu autrement, il faut imaginer que toutes les mines du futur, elles sont plus dans les entrailles de la Terre, mais elles sont dans les objets autour de nous, dans nos produits, nos murs, nos voitures, les objets du quotidien. Et pour répondre un peu à ce que tu évoquais, la région dispose de pas mal d'outils en tout cas pour essayer d'orienter le modèle actuel vers un modèle qui serait plus circulaire et plus résilient. Et tu as dit quelque chose de très important, c'est que, et on n'en parle malheureusement pas assez, en tout cas beaucoup de responsables politiques l'oublient, c'est que le premier levier, qui est d'ailleurs le préalable à tout le reste, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut, tout commence par d'abord sur se questionner sur comment nous consommons et comment ce que nous produisons. Il faut évidemment éviter tout gaspillage. Et après, évidemment, quand on produit un objet, parce qu'il faudra toujours produire des objets, des biens matériels, moins, mais il faudra toujours en produire. Évidemment, l'éco-conception est importante parce que ça veut dire qu'il faut concevoir les produits pour qu'ils soient réutilisables et qu'ils soient le moins impactants sur l'environnement. J'ai visité en Charente-Maritime, il n'y a pas si longtemps que ça, une entreprise qui s'appelle Lys Packaging, et qui, par exemple, fabrique des bouteilles qui sont complètement compostables, qui sont fabriquées à base de végétaux. Et on se passe du plastique. Donc, c'est un exemple de d'éco-conception. L'économie circulaire, c'est aussi favoriser l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, on préfère l'usage à la propriété. L'exemple simple, c'est toutes les initiatives d'autopartage qui existent. Une région peut aussi pousser des projets d'économie industrielle et territoriale. Là, c'est quoi? Simplement, c'est que sur un territoire, on analyse les flux de déchets, les flux de matière, et la puissance publique agit pour que les déchets d'une entreprise deviennent les matières premières d'une autre entreprise. Évidemment, il y a la question du recyclage, qui est une composante importante aussi. Il y a des acteurs qui le font très bien. J'étais en Haute-Vienne il n'y a pas très longtemps chez Emmaüs, et ce chiffre va te parler. Tu vas voir à quel point, Jérémy, c'est qu'ils arrivent aujourd'hui, ils ont des dizaines de tonnes, ils récupèrent des dizaines de tonnes d'objets et ils arrivent à recycler 90%. Donc ils sont quand même, on voit que quand on a un savoir-faire et de la volonté, on peut aller très loin. Je pourrais parler également aussi de tous ces lieux collaboratifs et d'entraide qui marchent sur les territoires et qui sont destinés justement à réparer les objets plutôt qu'à racheter du neuf. C'est ce qu'on appelle les repères cafés. Voilà, c'est tout cet ensemble de choses que la région peut arriver à mettre en place, et on va y revenir après, mais du coup, tous ces leviers sont activables, mais en tout cas, pour que tout ça émerge, tu l'as dit, il faut que les habitudes changent et que la prise de conscience évolue, et il y a quelque chose de très complémentaire entre le travail que toi tu mènes en termes de sensibilisation et d'exemplarité, et à la fois, peut avoir des responsables politique pour traduire cette prise de conscience dans la société, pour que ça se traduise en politique publique, pour faciliter aussi la vie des citoyens qui ont envie de s'engager pour faire, j'ai envie de dire, mieux avec moins. Voilà. Mais est-ce que ça t'inspire Oui, bien sûr. Évidemment que l'économie circulaire est une solution clé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait de l'économie circulaire? Et c'est important d'en parler.
on l'a résumé et réduit au 4e R, qui est le dernier, Oui, qui s'appelle le recyclage. c'est ça. Et partout où je passe, et partout dans ce que j'entends autour de cette fameuse croissance verte, alors un mot sur la croissance verte, déjà ces deux mots ensemble, il faudra m'expliquer ce qu'ils font ensemble, hein. Ma prof de première en littéraire, je crois qu'elle appelait ça un oxymore, c'est-à-dire que vert et croissance, c'est pas possible. Et cette croissance verte qu'on nous vend, c'est uniquement de faire perdurer ce système, c'est-à-dire de continuer à être dans cette logique que j'expliquais, cette logique linéaire d'extraction, production, consommation, mais avec une peinture verte, avec une énergie propre. Aucune énergie n'est propre, ça n'existe pas. La seule chose aujourd'hui qui peut être verte, ce sont nos modes de vie. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors jusque-là, on est 10-15%, et je suis optimiste, de Mhm. gens qui s'engageons au quotidien vers du zéro déchet, vers une transition écologique autour de sa maison, etc. Mais il va falloir faire un passage à l'échelle pour aller vers un changement de mode de vie qui soit collectif. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a une voiture électrique ou des panneaux solaires sur son toit qu'on a gagné. Très très loin de ça même. Il va falloir changer, sortir de la croissance et aller vers quelque chose qui soit réellement circulaire, avec le premier des R, qui est la réduction. D'abord, réduire. Ensuite, réemployer. Tu parlais tout à l'heure d'éco-conception. Quand on prend l'ACV d'un produit, une analyse de cycle de vie d'un produit, j'ai travaillé avec des bureaux d'études pendant des années, donc j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, d'ailleurs pour faire mon dernier livre. Une ACV de produit, le premier critère le plus important, c'est la durée de vie du produit. C'est pas tant l'éco-conception ni la fin de vie. Si votre produit il dure 20 ans, tu n'as pas besoin de le renouveler au bout d'un an. Donc, C'est tu vas l'obsolescence épargner programmée. de la D'accord, c'est matière. Voilà, l'obsolescence. c'est ça. Mais Mhm. l'obsolescence, elle est surtout culturelle, hein, tu le sais. Les iPhones, Mhm. 80% des iPhones qu'on remplace, ils fonctionnent encore. Marche très bien. Ils marchent Ouais. très bien. Donc, elle est d'abord culturelle et marketing, hein, l'obsolescence. Et l'idée, c'est justement d'être dans la plus longue durée de vie des produits, avec la réparation, avec le réemploi. Évidemment, l'économie de la fonctionnalité est une des clés, c'est-à-dire que plutôt louer qu'acheter et posséder. Et je prends souvent dans mes conférences l'exemple de la ludothèque pour les enfants. Oui. Un jeu pour 100, 200, 500 enfants, et pas 500 jeux pour 500 enfants qui le mettent dans le placard et le jeu dort. C'est une perte à chaque fois de ressources, d'énergie, d'eau. Donc l'économie circulaire aujourd'hui, telle qu'on nous la vend, moi je suis assez en colère et assez remonté contre cette fausse idée de la croissance verte. On est en train de perdre du temps. On est encore en train de perdre 10 ans pour rester dans le même système et pour garder ces logiques de production. Et le recyclage serait le parangon miraculeux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de recyclage plastique, si on est à 20%, c'est bien le miracle. Le plastique est tout sauf circulaire. C'est-à-dire qu'on va le recycler une fois. Et encore, il est tellement fragile quand on le recycle qu'il ne tient pas. Il va falloir réinjecter du plastique vierge. Aucun plastique recyclé se tient seul. Donc on va encourager encore une fois la production de plastique. Bref, on n'en sort pas. Il va falloir qu'on ait des arbitrages. Première chose, quel plastique je garde dans notre société, ceux qui sont utiles pour l'éducation, pour la santé, parce que pour l'électricité, il y a beaucoup de plastiques qui rendent des services. Et puis tous ces plastiques à usage unique jetables qui sont surtout utilisés pour l'agroalimentaire, il va falloir arbitrer et dire stop, clairement, c'est urgent. Donc, et c'est là qu'on va sur ce que j'attends moi aujourd'hui par rapport aux élections de juin, qui est de dire il y a plein de choses à imaginer, il y a plein de Ouais. solutions, et c'est le passage à l'échelle. Parce que toutes ces solutions, moi je les ai croisées sur les territoires depuis 20 ans, il existe beaucoup, beaucoup de choses en termes de production, d'éco-construction, d'alimentation, d'énergie citoyenne, de démocratie participative. On voit un monde solidaire, on voit des gens qui sont capables de porter des projets. Aujourd'hui, ce que doit faire la collectivité, et j'espère cette région Nouvelle-Aquitaine, si on arrive à l'emporter, c'est d'encourager ce passage à l'échelle et d'encourager ces projets avec des facilités fiscales, administratives, des accompagnements humains, etc. Je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vu sur les territoires sont la clé du changement et il existe toutes les solutions. Donc, ce qu'il faut, c'est juste avoir le courage de dire on change de système et l'imagination au pouvoir. J'espère qu'on y arrivera en tout cas. J'en doute pas. Mais oui, oui, tu as raison. L'enjeu aujourd'hui, parce que les solutions, on les a. Elles sont technologiques, mais pas que du tout. Elles sont en termes de changement de mentalité. Mais il faut
en effet, que des politiques publiques permettent ce changement d'échelle. Et il y a un sujet aussi, c'est que cette question du zéro déchet, du zéro gaspillage, ça ne peut pas être qu'une question d'experts qui se décident en cénacle réduit sur un coin de table entre fonctionnaires dans une région. C'est qu'il y a aussi cet enjeu, mais peut-être pas le temps de l'aborder ici, mais trop longtemps, mais il faut aussi arriver à ce que même à l'échelle d'une région qui est immense, il faut qu'elle arrive à co-construire ces politiques publiques. C'est-à-dire que comme on arrive à associer les citoyens, les associations, les petites entreprises, puisque tu l'as dit, tu parlais tout à l'heure ce qui était devenu l'économie circulaire, c'est quand même très lié aussi à ce qu'en ont fait les grands groupes. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est une récupération. C'est ça, exactement. Donc, il faut refaire atterrir ça au territoire parce que il y a ce lien. Il y a beaucoup de petites entreprises qui sont très demandeuses. Il y a des associations qui font un boulot formidable depuis 20 ans. Il y a de plus en plus de citoyens qui ont envie d'avancer. Et du coup, il faut trouver le moyen. Et du coup, il y a un sujet démocratique aussi derrière tout ça pour construire les politiques publiques. Et c'est vrai que moi, en allant sur le terrain pas mal depuis quelques mois pour la campagne, il y a des idées formidables qui remontent. Hein, c'est-à-dire, beaucoup de gens me disent, il faut arriver à faciliter, par exemple, l'implantation de ressourceries ou de réparateurs sur tout le territoire pour permettre justement localement réemployer ou de réparer nos objets. Il y a aussi ce qu'on appelle, disons, avoir des aides financières pour stimuler aussi le développement des ressourceries. Je le disais, mais il faut vraiment qu'elle soit présente sur les 12 départements. On peut aussi favoriser l'achat en vrac. Ça, c'est quand même assez possible. Tout le monde connaît cet exemple avec la consigne aussi des bouteilles en verre. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter sur les territoires. Il y a un sujet qu'il faudra qu'on aborde, parce que je vois le temps qui file, mais qui est important, c'est la question des biodéchets. Tu connais aussi. Qui est un gros sujet, puisque ça représente une part importante de nos déchets, hein, en fait, dans nos poubelles. Et là, je crois quand même que, par exemple, au niveau d'une région, il y a par exemple une exemplarité à avoir, c'est qu'on gère plusieurs dizaines de millions de repas avec les lycées. Là, il faut qu'on soit absolument exemplaire dans les prochaines années sur justement toute la restauration collective. Et après, il y a des choses, tu parlais du plastique, on peut tout à fait à l'échelle d'une région expérimenter un label zéro plastique dans les produits de consommation ou de production à l'échelle régionale. Et après, je finis là-dessus, mais je pense que la mesure la plus importante, c'est aussi qu'on assume que les aides économiques, parce que les aides économiques de la région sont importantes sur le territoire, qu'on conditionne ces aides aux entreprises à une mutation progressive de leur modèle. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a des modèles économiques aujourd'hui, certains types d'industries qui aujourd'hui sont évidemment importantes en termes d'emploi, donc l'idée c'est pas les arrêter immédiatement parce qu'il y a l'impact social, mais on sait que quand les solutions technologiques existent, et si elles n'existent pas, on peut aussi mobiliser de l'ingénierie, mais il faut progressivement conditionner l'argent public en disant quand l'impôt des citoyens finance une industrie ou une filière économique, il faut quand même avoir de la contrepartie et assumer le fait que non, on ne peut plus distribuer l'argent comme ça. Donc, ça ne veut pas dire tout arrêter et supprimer, mais ça veut dire que sur le temps d'un mandat, on peut accompagner sur l'éco-conception, demander des efforts considérables sur la sortie du plastique, sur la réduction des déchets, plutôt demander à une entreprise aussi de muter son modèle économique pour aller vers de l'économie fonctionnalité. Et je crois que le levier des aides économiques, si on les conditionne et qu'il y a un vrai cap et une vraie volonté politique, moi je suis persuadé qu'on peut changer les choses en profondeur, mais tu l'as dit, le vrai sujet, c'est la volonté politique réelle, à un moment d'assumer dans le débat que les 10 prochaines années, elles sont critiques. D'ailleurs, le GIEC parle de décennies critiques, qu'on a 10 ans pour agir et qu'on ne peut plus, comme on l'a fait en 2008 avec le Grenelle, se dire qu'on a encore 20 ans devant nous. C'est pas vrai, parce que tous les modèles scientifiques montrent qu'à partir de 2030, on va passer ce qu'on peut appeler des seuils d'irréversibilité. Donc, tout n'est pas foutu, mais on a 10 ans pour agir et il faut y aller. Et on sait le faire. Donc, il faut... c'est peut-être la dernière fenêtre pour agir. Mais je ne sais pas si tu connais, je suppose que tu le connais bien le sujet, mais peut-être dire un mot sur les biodéchets, sur les déchets alimentaires. Parce que toi, par exemple, tu as une expérience personnelle, comment vous avez fait? Est-ce que vous les avez recyclés? Comment tu faisais? Tu vois, parce qu'il y a des initiatives qui se font dans les quatre coins du monde où on utilise les biodéchets pour justement les réutiliser et non pas que ça parte. Je ne sais pas si tu as. Oui, oui.
C'est ça, c'est un sujet vraiment important parce que Ouais, parce que vraiment, même les collectivités, d'ici 2023, on va avoir l'obligation de trier à la source les déchets alimentaires, les biodéchets. Donc ça, c'est un sujet, et c'est un sujet important parce que chacun peut constater que dans sa poubelle chez soi, ça représente une part non négligeable du volume. oui, et je vais revenir à ce que je te disais au début et j'enchaîne, c'est de dire le déchet est le symptôme, d'accord? C'est le symptôme de cette maladie. Donc si on veut changer ce problème-là, il va falloir revenir en amont. Alors la poubelle, c'est 3 tiers. La poubelle juste des déchets ménagers résiduels, la poubelle domestique, c'est 3 tiers. Le premier tiers, c'est la matière organique. Donc issus les épluchures, on jette l'alimentation, etc. Le deuxième tiers, c'est tout ce qui est emballage, plastique, barquettes, aluminium, etc., issu de l'agroalimentaire, donc de la grande distribution. Et le troisième tiers, c'est tous ces objets qui arrivent à leur terme, dans tout ce que l'on consomme, le stylo, le jouet pour les enfants, etc. D'accord. Voilà les 3 tiers de notre poubelle. Donc tu vois que les biodéchets, c'est le premier tiers. En faisant un compost individuel, un compost, on supprime déjà 1 tiers de notre poubelle. C'est ce que j'explique aux gens quand ils veulent faire le zéro déchet. C'est une seule décision qui permet d'enlever 1 tiers de la poubelle, ce qui est quand même assez fou. Et puis, c'est une ineptie totale au niveau environnemental d'aller brûler des déchets organiques. D'abord, on crée les dioxines qui sont polluants pour l'environnement et l'être humain et la santé. Et ensuite, ça n'a pas de sens. Surtout quand on est dans une perte aujourd'hui de biomasse qui est assez importante. Je crois qu'1 tiers des terres fertiles en France sont Ouais. en déficit. Donc, rendons cette matière organique à la terre, évidemment. Donc, voilà, cette première question des biodéchets, moi, je pense qu'il faut qu'on s'engage dans un programme qui doit dire l'ensemble des individus, des familles, doivent faire un compost assez rapidement, qu'on accompagne. Et bien sûr, ces gens-là, moi, j'ai vu une expérience dans le nord de l'Espagne, je crois que c'est en Asturie ou en Galice, où Ouais. l'Europe finance des composteurs collectifs dans la rue. D'accord? Ça veut juste dire qu'on a des gens qui sont en capacité de le ramasser, qui sont en capacité de nettoyer, de le valoriser, etc. C'est pas non plus la fin du monde. On peut arriver à s'organiser collectivement là-dessus. Pareil pour les restaurants, que ce soit collectif ou les restaurants privés. Donc là-dessus, c'est des mesures qui ne sont pas si compliquées que ça, qu'il faut Non. accompagner. Je pense à 4-5 ans, on peut arriver à le faire et là, on va réduire considérablement la poubelle. Donc voilà. Et le deuxième, quand je te disais que le déchet est le symptôme, je vais essayer d'aller assez vite, mais Non, mais le vas-y, deuxième, vas-y. c'est l'agroalimentaire, l'emballage plastique. Usage unique, jetable. Un non-sens total, d'accord? D'utiliser une fois de l'aluminium pour le mettre à la poubelle, je veux dire, en termes de rendement, c'est une catastrophe de A à Z. Donc, cette deuxième tiers, c'est la transition alimentaire. En s'attaquant aux déchets, on va s'attaquer à la question de l'alimentation et qui pour moi est une question clé dans nos sociétés actuelles et qui peut amener un bien-être et des économies externes parce que quand on parle d'alimentation, on va parler de santé, on va parler d'emploi, on va parler de déchets évidemment. Je veux dire, on touche à tout en parlant d'alimentation et notamment le besoin primaire le plus important. Donc ce deuxième tiers, c'est ce que j'explique dans la conférence, c'est de dire n'allez plus en grande distribution. Ce système de la grande distribution et les supermarchés est une catastrophe pour nos emplois, pour nos centres-villes, une catastrophe pour notre santé. Je vous rappelle quand même que diabète, obésité, cancer, c'est 500 000 morts annuels. Hein. C'est-à-dire quasiment 20 fois plus que ce qu'a fait le Covid jusque-là. À quel moment on a déclaré l'état d'urgence pour la santé autour de la bouffe? On devrait. 500 000 morts. On ne l'a pas fait. D'accord? Donc, ce deuxième tiers, la transition alimentaire, non seulement elle va créer de l'emploi, elle va permettre aux gens de vivre leur territoire. Et la clé, évidemment, ce sont les circuits courts. Donc, moi, des expériences comme ça, j'en ai vu, notamment une que je cite tout le temps parce que je l'adore, c'est en Alsace, où 20 producteurs locaux autour de Colmar sont allés acheter un Lidl qui était en vente et ont fait ce qu'on appelle cœur paysan. Et ces 20 producteurs vendent leurs produits à 50 km autour et c'est un carton total. Ils viennent d'engager, et je crois qu'ils sont à 10 salariés, ils doivent être à quelque chose comme 3 millions ou de chiffre d'affaires. Je dis une bêtise, je n'ai pas les Ouais. chiffres exacts. Mais c'est un carton total. C'est ça qu'on doit faire en Nouvelle-Aquitaine. C'est de dire on va produire, faire des circuits courts. Ça veut dire un courage politique, ça veut dire préempter des terrains, faire des facilités fiscales, réengager de la formation autour du maraîchage, la conserverie, parce qu'il faut conserver tout ça et le vendre, et faire tout ça en direct avec des rayons à 100 km, je suis désolé, on va tous manger beaucoup mieux. Imaginons les économies en termes de santé, parce que les externalités négatives de cette grande distribution, c'est catastrophique, je vous l'ai dit. La malbouffe, c'est la première cause de mortalité en France, et de loin.
devant tout. Et on va sauver de l'emploi, on va créer de l'emploi. J'avais des textes là-dessus qui me disaient un petit peu combien d'emplois on peut créer sur un territoire en passant de la grande distribution au circuit court. C'est phénoménal. Ouais. C'est phénoménal. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de créer du chômage et de la pauvreté. Voilà la transition alimentaire, ce qu'elle amène. Elle amène un changement radical de paradigme, mais pour un mieux-être pour tout le monde. Donc, j'espère que la Nouvelle-Aquitaine peut être, et la région peut être, le porteur de cette transition alimentaire. Vous voyez que ça concerne quand même encore un tiers de notre poubelle. Hein. C'est le deuxième tiers. Et oui, en fait, et en plus, on est dans la première région agricole d'Europe. Donc, on a quand même un levier assez impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, tu le disais au début de la conférence, c'est que si on se questionne sur la question des déchets, eh bien, ça oblige, et c'est une bonne nouvelle, à revisiter absolument tout. Et là, on parle même de l'agriculture, parce que quand on parle des déchets alimentaires ou des biodéchets, ben, l'idée, si on veut faire du compost derrière, c'est qu'ils ne soient pas blindés de pesticides. C'est qu'ils soient, s'ils sont bio et générés, en tout cas produits par des systèmes agroécologiques, c'est quand même mieux, parce que ce qui revient à la terre n'est pas pollué. Et sur le gaspillage alimentaire, au niveau de la région, il y a un autre levier qui est important et qui est intéressant. On voit que c'est lié, c'est-à-dire que il y a des choses qui ont été initiées, mais malheureusement, c'est pas du tout encore au niveau. Il va falloir aller beaucoup plus loin dans le prochain mandat là-dessus. C'est justement comment on lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées. Et là, on parle, vous vous rendez compte, hein, c'est un huitième de la France métropolitaine, on parle de plusieurs dizaines de millions de repas chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les quelques lycées où on a fait l'expérience, on voit que quand il y a une action ciblée et assez en tout cas déterminée qui est menée, on voit que, les lycéens jouent le jeu assez vite, quand on donne vraiment les supports d'explication, ils comprennent. Deux, du coup, il y a moins besoin d'acheter en volume une fois que les habitudes sont prises. Et surtout, ce gain économique, puisqu'on achète moins, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On l'utilise pour basculer la cantine en bio. Parce qu'il y a en bio, et c'est local. aujourd'hui exactement, et local. Parce qu'en plus, c'est encore un peu plus cher aujourd'hui. Et si à volume constant, on passe en bio, souvent, il y a un impact pour les familles. Mais si on couple ça avec une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, eh bien, on gagne de la marge là-dessus, ça permet de basculer en bio, et en plus, tu l'as dit, c'est du local. Donc, en plus de ça, et j'en ai parlé hier, notamment dans la presse, l'idée, c'est aussi comment la région peut se positionner pour aller faire l'acquisition de terres agricoles, pour aller installer des paysans, pour nourrir les lycées, et là, on a un truc hyper vertueux. C'est-à-dire, on lutte contre le gaspillage alimentaire, au niveau de la santé, ça va beaucoup mieux parce qu'on est en bio. Les familles arrivent à manger beaucoup mieux. On installe des paysans et en plus, on crée de l'emploi dans les campagnes et dans certains bassins de vie où il y en a besoin. Donc, on voit que, en fait, par n'importe quel bout où on peut prendre la transition, en fait, on peut retomber, tout est extrêmement transversal et tout est extrêmement lié. Et le déchet, et le déchet est le symptôme. Tu vois, c'est ça qui est exactement. rigolo. C'est que quand on s'accroche au déchet, on détricote le système. On est parti du déchet, bien sûr. Exactement. Et la Exactement. première cause, et j'enchaîne là-dessus, mais chaque Français, chaque année, produit 590 kilos de déchets, je te l'ai dit tout à l'heure, dans la poubelle. Okay. Ouais. Sauf que notre production de déchets, elle échappe complètement à notre vue, la majorité. C'est comme un iceberg, imaginons un iceberg, la partie émergée, c'est notre poubelle, et tout le reste dedans, la majorité de nos déchets, on ne les voit pas, et pourtant ils nous appartiennent, ils sont liés à notre mode de vie, et ils représentent quand même 14 tonnes de déchets annuels. Un Français, c'est 14 tonnes de déchets. Si je prends l'agriculture, la construction et l'industrie, juste dans nos frontières, sans parler de tout ce qu'on importe d'Asie et d'autres quatre coins du monde. Donc ces 14 tonnes de déchets, les 2 tiers, 9 tonnes, c'est la construction. C'est la construction de bâtiments publics, individuels, etc. Rapporté à l'individu, ça fait quand même 9 tonnes. Donc, finalement, la première production de déchets d'un Français, et toute catégorie, c'est la construction, qui est dominée par, et tu le sais bien, cette construction tout béton, partout, par quelques boîtes qui sont les Vinci, Vicat, Bouygues, et qui, en plus, ont complètement monopolisé cette construction-là, avec des logiques, évidemment, comme toujours, de profit, donc on va exporter la production de béton et de matériaux. Donc, voilà ce que peut faire la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui sur le territoire. On veut s'attaquer à ces 9 tonnes de déchets. Eh bien, encourageons la construction locale, l'éco-construction. Ça fait 20 ans, et moi, à titre personnel, j'ai fait des formations dans la paille et le bois. J'ai mangé ce week-end avec un ami qui est dans l'éco-construction sur le Pays Basque. Et c'est encore des gens qui se bataillent tout seuls.
Ouais, tout à Des fait. gens qui se bataillent pour essayer d'aller contre ces normes qui t'empêchent. Alors maintenant, ça va à peu près pour avoir les décennales, pour accepter que Ça a évolué. ça a évolué, mais Mais c'est long, c'est voilà, long. Ça fait 10 ans ou c'est 15 long, ans qu'ils se bataillent. c'est Ouais, ouais. long. Et puis ce passage à l'échelle, moi, mon ami qui était là, lui, il fait des constructions, il peut faire 7 étages en paille et en bois. Ils en Ah sont oui. là, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses collectives, on peut faire des écoles, on peut faire des immeubles, on peut faire du R+2 sans problème. Donc, et les coefficients d'isolation et de résistance au temps sont bien meilleurs que ce béton qu'on nous ramène d'Espagne ou des pays de l'Est, parce que c'est ça aussi ce béton, il vient de loin. Donc, et on marche sur la tête complètement dans une logique monopolistique et de profit pour une poignée. La construction, ben, c'est 9 tonnes de déchets par personne et par an qu'on peut travailler. Et encore une fois, on va être sur les territoires, création d'emplois, réduction des déchets et de toutes les nuisances, que ce soit sur l'eau, les émissions carbone, la biodive, etc. Donc, moi, j'attendrais vraiment de la Nouvelle-Aquitaine de dire on va encourager l'éco-construction, mais un vrai plan Marshall. C'est-à-dire qu'on va se fixer, allez, 10, 15, 20% à 5 ans. On accompagne la formation, parce qu'il y a besoin de formation. On donne du crédit législatif à ces constructions-là. On oblige dans les constructions publiques, etc. C'est-à-dire c'est un changement de paradigme énorme. Mais ça veut dire changer de système. Est-ce qu'on en est capable? Je pense que oui, on a les leviers avec une région pour faire des belles choses. Ouais. Oui, oui, et c'est vrai qu'il faut que la région elle-même commence par être exemplaire. C'est-à-dire que dans tous les projets de construction, que ce soit les lycées, que ce soit les rénovations, etc., parce que le patrimoine immobilier d'une région, c'est quand même pas neutre, demain, on peut faire le choix de construire avec de l'éco-construction et en plus des matériaux locaux, parce que ça aussi, déjà, ça crée des filières. Il y a le levier formation à la région, c'est une compétence directe. Donc, il y a un gros boulot de formation auprès des artisans aussi pour justement être sensibilisé à ça, se former, parce que quand on construit avec du chanvre ou que on construit avec de la paille, ben, c'est un autre savoir-faire que non. Mais par contre, là c'est pareil, c'est-à-dire que les artisans, ce sont des citoyens aussi. Il y a une demande, ils sont aussi très partants. Et après, tu as raison. Et après, on va passer aux questions. Mais il y a ce sujet du BTP qu'on n'a pas eu le temps de développer. Mais c'est vrai que c'est des gros producteurs de déchets aujourd'hui, des déchets inertes. Ça consomme beaucoup de ressources parce que justement basé sur un modèle qui fait de l'extraction, notamment avec ces carrières qui se multiplient à peu près partout en Nouvelle-Aquitaine et ça fait beaucoup de mal à l'environnement. Et avant du coup, il faut à la fois pousser cette nouvelle dimension d'éco-construction avec de nouveaux matériaux et dans l'urgence, là, moi je pense, il faut essayer aussi puisqu'on va pas, dans les prochaines années, ça va pas passer à l'échelle tout de suite, on va y aller progressivement. Mais du coup, dans l'urgence, là, il faut vraiment qu'on installe partout dans la région au moins des plateformes de broyage ou de concassage de déchets de BTP pour qu'ils puissent être réutilisés au moins sur un chantier, au mieux localement, sans être trimballés en camion ou enfouis en je sais où. Parce qu'un des trucs qui m'a surpris quand j'ai commencé ma vice-présidence il y a quelques années, c'est de voir que les déchets économiques, c'est déclaratif pour une entreprise. En fait, les déchets qu'elle Oui, génère. bien Et en sûr. fait, quand moi j'ai voulu avoir accès pour notamment construire le plan de déchets, quand j'ai voulu construire justement avec des chiffres un peu précis, ben, les observatoires m'ont dit, on sait 50, on a une vision sur 50% des déchets économiques. On n'est pas 50, optimiste. Ouais. c'est ça. Il y a une bonne moitié, on ne sait pas où ils vont, comment ils sont traités et ce qu'ils deviennent. Donc là, il y en a quand même un vrai sujet, même en termes au moins d'aller au-delà du déclaratif, parce que la majorité du temps, on sait comment ça se passe dans le BTP, c'est souvent réenfoui, parce que ça permet d'économiser sur le modèle économique. Bref, ça te va si on passe aux questions, Jérémy? Parce Avec que plaisir. Allons-y. alors, il y a une question de Morgane qui dit comment accompagner les citoyens vers un mode de vie qui génère moins de déchets au quotidien? Est-ce que tu veux répondre à ça? Tu veux que je répète la question? Tu as bien entendu? Ça va, Ça va. je l'ai devant les yeux en Ok, fait. Elle ok, m'arrive aussi. super, très bien. Ok. Comment accompagner les citoyens? Ben, c'est vers un mode de vie qui génère moins de déchets au quotidien. Nous, on s'est rendu compte en faisant le zéro déchet, et ça a été un petit peu le challenge au début, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de solutions. Voilà. Je vous ai dit, 2 tiers de la poubelle, c'est l'alimentation. Donc, un, en faisant un compost, deux, en arrêtant d'aller en grande distribution, on enlève 2 tiers de la poubelle. Juste avec un kit de course pour aller acheter ses fruits et légumes, son vrac, sa boucherie ou son fromage. Donc, comment les accompagner là-dedans? Et ben,
je sais pas, en sensibilisant, en permettant aussi d'avoir des circuits courts, parce que je connais aussi beaucoup de gens qui habitent dans des lieux où on n'a pas un marché à 50 Ouais. km à la ronde, où on n'a pas vraiment de vrac. Voilà, donc ça s'est beaucoup développé. Peut-être que la région peut encourager aussi, encore une fois, ce qu'on dit de la transition alimentaire, c'est-à-dire la production déjà primeur, encourager les magasins de vrac qui vont s'implanter et encourager l'emploi au centre des villes versus les grands centres commerciaux en périphérie qui vont générer émissions de CO2, plastique, enfin bref, catastrophique, ce modèle-là, comme toujours. Donc, pour répondre à Morgane, c'est plutôt de changer le système, d'accompagner le changement de système et de proposer encore plus de solutions aux gens qui veulent aller vers le zéro déchet en termes d'alimentation et d'achat, quoi. Voilà. Et avec un gros boulot des associations qu'il faut continuer à soutenir parce que c'est vrai qu'ils font un boulot incroyable en termes même d'éducation et ils sont absolument essentiels. Il y a pas mal de gens qui commandent d'ailleurs, qui sont des collectifs zéro déchet. Je vous salue tous pour vos petits mots qui sont adorables. Merci à tous. Alors, je sais pas, je vois qu'une autre question apparaître. Donc, on a besoin de lois réellement en faveur de la réduction des déchets. Tant qu'on ne contraindra pas l'agroalimentaire et les industriels, la réduction sera insuffisante. S'approcher du zéro déchet, c'est aussi devoir voter. Ça, je suis d'accord, évidemment. Et c'est vrai, mais je te laisserai compléter. Il y a aussi cet enjeu que j'évoquais rapidement, qui est en effet, si on veut contraindre alors, les industriels, le modèle économique, il y a évidemment l'aspect législatif. Ça, c'est le rôle du Parlement et des députés et du gouvernement à un moment d'être un peu plus strict et d'encadrer un peu la production pour qu'elle soit moins impactante et en tout cas qu'elle n'hypothèque pas l'avenir. Et au niveau des collectivités, comme une région, il y a vraiment cet enjeu. Ça, c'est vraiment qu'une volonté politique. On sait le faire. C'est comment on met des critères à l'attribution d'aides publiques et financières. C'est-à-dire que, quelle que soit la filière, on peut très bien passer un contrat avec une filière, entre une région et une filière, entre une région et une entreprise, en lui disant, évidemment, on est à vos côtés parce qu'il y a de l'emploi, parce que vous êtes important sur le territoire, mais par contre, le modèle économique, là, il faut le modifier parce que il nous amène dans le mur. Donc, sur votre manière de produire, sur votre modèle économique, etc., sur votre gestion des plastiques, etc., on conditionne l'argent public que la région peut attribuer à des critères extrêmement stricts. Et en plus de ça, et je finis là-dessus, on peut aussi se faire aider parce qu'on a quand même ces réseaux-là dans une région avec des chercheurs qui travaillent dans des labos publics, qui ont déjà plein d'idées en termes d'innovation, en termes de propositions, même en termes de sciences sociales. Les solutions, on les a. Mais donc là, vraiment, conditionner l'argent public à un changement de modèle et à un changement d'attitude des entreprises, c'est totalement possible et c'est ce qu'on fera d'ailleurs à partir de juin. Oui, je peux répondre aussi, mais Oui, si tu veux, n'hésite pas. non, mais je pourrais en parler des heures. Hein. Tu as bien compris que j'étais bavard, Nicolas. Euh, Oui, évidemment que l'argent public doit être conditionné. Moi, je crois beaucoup à un autre monde, à un alter monde. C'est-à-dire que depuis 20 ans que je travaille sur cette question, je me suis rendu compte que la meilleure solution, c'était de créer un autre modèle, qui était de proposer des solutions. Et quand on propose des solutions qui sont cohérentes et adaptées, je me rends compte que les gens basculent assez rapidement. Aujourd'hui, il manque encore des solutions. Et sur le coût de l'alimentation, d'ailleurs, j'ai une question pour toi, si tu veux bien. Euh, L'alimentation, on doit encourager la transition alimentaire sur les territoires. On est d'accord, on a compris que c'était une clé à la fois pour les déchets, mais à la fois pour tout le reste. Très bien. Et moi, je me suis rendu compte en faisant mes recherches, en discutant surtout avec les paysans, que aujourd'hui, 2 tiers, et en parlant avec Maxime de Rostolan aussi, Ouais, 2 tiers aujourd'hui de nos paysans sont avant la fin de leur exercice, hein, avant le résultat final de l'année, sont déficitaires. ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système de grande distribution dont on parle depuis tout à l'heure, qui consomme tous ces plastiques, etc., cette malbouffe, va acheter aux producteurs en dessous du prix ou très bas. Du Mm. coup, ces 2 tiers de producteurs, de paysans aujourd'hui, ils vont réussir à boucler leur exercice grâce à la PAC, qui va donner des subventions. Donc en gros, on est en train de subventionner cette marge énorme et les profits de la grande distribution qui achète au rabais ces produits. Nos impôts aujourd'hui, via la PAC,
finance la marge des 4 grands groupes qui aujourd'hui se partagent à peu près 82% du marché alimentaire français, qui sont les groupes Leclerc, Intermarché, Carrefour et Super U. Donc, comment la région, et ça c'est une question que je te pose, comment la région va pouvoir aujourd'hui, moi je sais ce qu'on peut faire en territoire et j'espère qu'on le fera, encourager vraiment le développement, mais comment la région peut aujourd'hui aller contre la PAC ou en tout cas lever le carton jaune et pour moi il est carton rouge même et de dire aujourd'hui on réforme cette PAC. Ça fait 20 ans et au Grenelle, c'était un des sujets majeurs du Grenelle, c'était la réforme de la PAC avec Nicolas Hulot à l'époque. On n'a pas bougé. Comment on peut Non. faire, nous, avec la région Nouvelle-Aquitaine, pour faire bouger là-haut l'Europe sur cette PAC-là? Alors, tu l'as dit, c'est-à-dire que ce n'est pas un levier direct pour la région, n'empêche que. Alors, pour être rapide, et la région est gestionnaire des fonds européens. C'est-à-dire qu'elle gère les fonds européens, mais globalement, pour le dire très rapidement, les règles, en tout cas d'utilisation, sont décidées dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune, au niveau de l'Europe. Donc là, il y a un débat actuel, qui d'ailleurs, j'en parlais avec Benoît Biteau, que vous connaissez, qui est pas très optimiste. C'est-à-dire que c'est assez compliqué. On est en train de repartir sur une PAC qui ressemble malheureusement à la programmation aujourd'hui, enfin à l'actuelle programmation. Empire. Oui, empire, exactement. Et alors que la situation ne s'arrange pas. Donc, alors, je voudrais que les solutions soient. Les solutions qu'on a, c'est à la fois, on a quelques marges de manœuvre pour basculer d'un pilier à l'autre et de pouvoir essayer d'aller enfin, en tout cas, orienter de l'argent plus vers l'agroécologie. Après, les leviers qu'on a ici en région, c'est évidemment, il faut lutter déjà contre la spéculation autour des terres agricoles. Parce qu'on a un énorme sujet là-dessus, qui est double, qui est, pour le dire, c'est un peu complexe, mais pour l'expliquer simplement, mais quelque chose de très simple, qui est à la fois dans certaines zones à pression démographique, où on voit des lotissements et de la périurbanisation qui est en train de tout bétonner. Et il y a un deuxième phénomène qu'on voit moins, qui est que justement la PAC que tu évoques, elle génère un effet, c'est-à-dire que aujourd'hui, plus l'exploitation est grande, plus le modèle est prédateur, plus on capte de l'eau, plus on met de pesticides, plus on est en mode industriel, plus on touche C'est l'argent de l'État. ça. Donc ça pousse à un agrandissement des exploitations qui justement absorbent les petites fermes que justement nous on veut porter. Et du coup, il faut protéger ces terres arables et ces terres agricoles, justement parce que c'est une forme d'artificialisation. Quand un champ passe en industriel et qu'il est lessivé de pesticides et qu'il est labouré absolument tout le temps, c'est une forme d'artificialisation parce que le sol meurt. Donc il y a un vrai enjeu pour nous aujourd'hui à mettre de l'argent régional pour aller acquérir un grand nombre d'espaces agricoles pour les soustraire à la menace et justement pouvoir y installer des agriculteurs. Et là aussi, on peut très bien mettre ces terres à disposition en disant, on vous met ces terres à disposition si vous êtes un paysan, vous voulez vous installer pour un loyer symbolique, mais la contrepartie, c'est que votre modèle, ça soit celui de l'agroécologie et du bio. Et en plus de ça, on peut vous fournir le débouché avec les lycées et la garantie, c'est que votre production, elle nourrisse localement. Donc ça, c'est un des leviers et on le fait. Et après, j'en termine parce qu'il je vois qu'il y a d'autres questions. Et c'est un modèle qu'on a éprouvé puisqu'on l'a fait. Moi, dans le cadre de mon mandat, je n'étais pas en charge de l'agriculture. J'aurais bien aimé, malheureusement, ce n'était pas le cas. J'étais en charge de l'environnement et moi, je l'ai fait pour les espaces naturels. Justement parce que je me suis aperçu assez rapidement que malgré les incitations, malgré tout ce qu'on pouvait se dire, les espaces naturels étaient bétonnés et étaient détruits. Donc on a doté de moyens assez exceptionnels, c'est celui qui est le plus doté en France, d'un conservatoire d'espaces naturels qui aujourd'hui suit les petites annonces tout simplement, les annonces de vente comme un privé. Et dès qu'il y a un espace naturel qui est remarquable, qui abrite des espèces remarquables, qui est intéressant, du coup, eh bien, on en fait l'acquisition, on le sanctuarise et on permet de sauver les espèces dessus. Et ça, on peut le faire pour les terres agricoles. C'est un des leviers que l'on peut mettre en place assez facilement. Surtout que dans beaucoup de zones, les terres agricoles, encore heureusement, sont accessibles financièrement, donc on peut acheter des surfaces assez importantes. Et si je suis un petit peu fou et que j'imagine que les différentes régions françaises s'unissent dans cette gestion des fonds européens et décident de les attribuer autrement ou de ne pas les attribuer ou de demander une autre réforme, c'est-à-dire d'être quelque chose dans
quelque part une démocratie locale qui se réveille et qui Ouais. dit stop. Est-ce que c'est Alors, possible d'imaginer ça? Parce qu'à un moment donné, moi, la PAC, ça fait 25 ans que je la connais et que je vois son fonctionnement. Et encore une fois, à chaque fois, elle est pire. Et à chaque fois, elle est sur un modèle industriel qui est décidé par des députés européens. Je m'arrêterai là, mais vous avez compris comment une région peut aujourd'hui, comment toutes ces régions ne pourraient pas s'unir pour dire mais stop, stop, nous, ces crédits alors, européens, on veut les attribuer autrement. ta double difficulté, c'est que justement, beaucoup de régions qui sont aujourd'hui pilotées par des présidents de région, je ne parle pas spécialement de la Nouvelle-Aquitaine, hein, je veux dire dans l'ensemble du territoire national, ont une vision très conservatrice de ça. Donc il y a beaucoup de régions qui sont malheureusement en phase avec la PAC actuelle. Donc on aura du mal à avoir une unanimité. Et c'est vrai que la grande difficulté, elle est là pour nous, c'est-à-dire pour la gestion de la PAC, étant donné qu'en plus c'est le droit européen, si la région, avec les règles qui lui sont données, refusait de distribuer ou ne suivait pas les règles, on s'expose à des risques juridiques. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Et je pense que le vrai moyen, c'est à la fois, alors nous on le fait, le mouvement écologiste, on est à la fois présent au niveau de la région, donc on met la pression, mais on est au niveau européen avec le groupe des écologistes au niveau européen qui fait un énorme travail, et toutes les avancées d'ailleurs qui sont obtenues dans la PAC, c'est en grande partie grâce aux écologistes. Et puis il y a la mobilisation citoyenne qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'à un moment, il y a pas de fatalité. C'est-à-dire, il n'y a pas de fatalité. Oui, En tant qu'institution, il y a des blocages juridiques, mais je pense qu'on le voit comme sur beaucoup de sujets, si la pression est forte, les choses peuvent changer. Mais du coup, les régionales sont importantes là-dessus parce que la future couleur politique et la future orientation que vont prendre les régions, les 12 régions au niveau de la France métropolitaine en juin prochain, eh bien, ça va compter beaucoup parce que si effectivement on arrive à avoir un bloc un peu homogène et que tout le monde est d'accord globalement sur un projet, ça va être le gouvernement et l'Europe vont devoir bouger. Donc c'est pour ça que ces élections sont importantes et elles le sont d'autant plus dans la première région agricole d'Europe, qui est la Nouvelle-Aquitaine. Ah. Donc on se fera entendre, mais j'espère qu'on ne sera pas seul en France à le faire. C'est ça. Il y avait une question pour toi, Jérémy, qui était de l'ordre, c'était comment pousser une municipalité à adopter des composteurs de rue, si tu as une idée là-dessus. La gestion des déchets, déjà, c'est pas la municipalité, hein, on l'a dit, c'est les comités de communes et les agglos, c'est à elles de décider, et bien sûr porté par une logique nationale. Donc, quand on aura un courage politique national de dire le compostage doit se généraliser sous 5 ou 10 ans, les municipalités, elles auront l'accompagnement, elles auront les outils. Alors après, une Comcom peut le décider. Une agglo peut le décider, peut mettre en place des projets pilotes. J'en connais d'ailleurs, notamment en Charente-Maritime ou en Deux-Sèvres, il y a de très belles choses qui se passent là-bas. Encore une fois, c'est une décision politique et c'est pas. Enfin, ce qui est fou, c'est que c'est pas compliqué, quoi. C'est pas compliqué de mettre Non. des composteurs de rue, de les laver et de les remettre. C'est juste une question d'organisation. Effectivement, il y aura un coût, mais à estimer le retour en termes d'externalité dont je parlais, ça peut être très intéressant. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose de très compliqué à mettre en place. C'est vraiment une décision politique, un petit peu de courage, d'initiative. Mais j'ai rencontré des présidents de Comcom qui commencent à y penser fort. Et Oui. moi, j'ai vu l'évolution en 20 ans, où il y a 20 ans, ils nous parlaient tous de recyclage de déchets. Et là, de plus en plus, ce que j'ai vu de ces dernières années, c'est qu'on parle de réduction à la source. Et donc, on a des présidents et des personnes en charge, des élus de la gestion des déchets qui ont compris ça. Donc, je pense que ça va arriver. Allons-y. En tout cas, et par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui, Nicolas, moi, je trouve intéressant, c'est que partout où je passe, et ce que je vois dans les commentaires, et on a une conscience citoyenne qui est forte, et il y a une demande et une volonté de changer le système qui est énorme. Donc, moi, je pense que voilà, si on arrive à prendre cette région et qu'on a un peu de courage, on peut faire des très, très, très belles choses. Voilà. La conscience citoyenne, pour moi, elle est aujourd'hui prête. Encore plus avec ce qu'on vit actuellement au niveau national et international. Je partage ce que tu dis. Et il y a une question de Bruno Brisson, peut-être après conclure peut-être là-dessus, c'est quelle sera la promesse forte et convaincante de Nicolas Thierry sur le zéro déchet pour la campagne électorale. Ah, Alors, je t'écoute. la question est compliquée, mais je vais y répondre. Parce qu'en fait, c'est une batterie de propositions qu'il faut mettre en place. Donc, c'est toujours difficile d'en isoler une. Mais je pense que se fixer le fait déjà, puisqu'on parle de promesses, si je suis la question, se dire déjà que
on se donne comme objectif, d'ici la fin du mandat, de faire de cette région une région zéro plastique, je pense que ça serait déjà un objectif qui serait extrêmement intéressant. Mais après, il y a une batterie de propositions qu'on mettra très rapidement en place. Je le disais tout à l'heure, c'est qu'on va multiplier les ressourceries et les réparateurs sur tout le territoire. On va conditionner les aides publiques pour que justement les entreprises ne puissent pas recevoir de l'argent sans s'engager dans un processus de progrès qui soit rapide et ambitieux. Il va falloir en effet être exemplaire sur les achats publics parce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et après, on peut aussi imaginer évidemment. Moi, je pense qu'il faut arriver à aussi simplifier les choses, c'est-à-dire que on peut créer un guichet unique et des aides financières par territoire pour justement stimuler aussi le développement de petites activités entrepreneuriales de proximité, par exemple, tout autour de la réparation. Il y a des métiers qu'on a oubliés, qu'on voit moins, par exemple les couturiers, tout simplement, réinstallés pour les vêtements, plutôt qu'à les racheter constamment du neuf. C'est qu'un exemple, mais il y a quand même toute une chaîne économique à développer derrière. Et puis surtout, autre et dernier exemple, mais il y a une batterie de choses. On fera un moment, pour répondre à Bruno, on fera un moment un peu spécifique de présentation du programme dans quelques temps sur ce sujet. Donc, on aura la batterie, les choses seront transparentes et on en discutera un peu plus en profondeur. Mais par exemple, il y a une dernière chose à faire que je peux évoquer, c'est de dire que sur un territoire, on peut déjà faire une analyse fine des flux de déchets, des flux de matière, et on peut déjà très facilement mettre en lien des entreprises entre elles localement, parce qu'on s'aperçoit que très souvent, les matières premières d'une autre qu'elles vont chercher à l'autre bout du monde, en Chine ou autre, et parfois c'est les déchets d'une entreprise qui est à 10 km de là. Et là, on peut gagner déjà, on peut créer des boucles vertueuses. Et tout ça, c'est, Jérémy le disait, c'est un peu de créativité et surtout de la volonté politique. Alors, je suis désolé, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais parce que comme le dit Jérémy, c'est un sujet très riche et on pourrait y passer probablement toute l'après-midi, on n'aurait pas épuisé la question. On fera d'autres conversations. On peut appeler ça une conversation dans les prochaines semaines. Probablement, s'il y a une demande assez forte, on pourra refaire, si tu le veux bien, Jérémy, on pourra refaire, si ça a été plébiscité, une discussion sur les déchets, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires et c'est vrai qu'on n'a pas pu répondre absolument à tout. Avant que je dise le mot de la fin, Jérémy, est-ce que tu veux, toi, dire un petit mot ou parce que je vois que l'heure tourne et comme on avait promis de ne pas dépasser 13h30, si tu veux peut-être conclure, si tu as Un petit mot, oui, conclure, je te le laisserai quand même, puisque c'est à toi la priorité. Non, moi, je crois beaucoup à ces régionales de juin. J'ai passé plus de 20 ans, vous l'avez compris, dans un engagement associatif, d'éducation populaire, essayer de faire changement des consciences. Pour moi, il est fait. Je crois réellement que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui ce que voulait dire changement climatique. Et quand on en parlait au début des années 2000, rappelle-toi, hein, moi je me prenais des salles à dos, je me suis pris des élus sur le dos. Donc à l'époque, j'étais amiche, obscurantiste ou complotiste, tu vois, c'était les chouettes noms. On est toujours en activité, mais et je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle a été faite en 20 ans. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un passage à l'acte. Et je me suis rendu compte que si on attend, dans une logique juste d'offre et la demande, que le citoyen fasse le changement, ça ne suffira pas. On a une opinion publique qui est aujourd'hui, à mon avis, prête. Et il faut aujourd'hui qu'on fasse le changement de manière collective. Et c'est à ça que sert la politique. Elle sert à organiser l'espace, organiser le système pour que tout le monde puisse en sortir avec un emploi, une dignité, une santé préservée et un environnement préservé. Ce qui n'est absolument pas le cas dans notre système aujourd'hui, qui va à l'inverse de tout ça, puisqu'il détruit tout ça. Et on subit une accélération depuis un an, vous l'avez compris. Donc, je m'engage aujourd'hui, je fais un petit scoop pour tous les amis zéro déchet, mais je m'engage avec toi à tes côtés sur la liste d'Europe Écologie Les Verts, je tiens à le dire, pour ces élections de juin. Et je ferai tout pendant ces 6 mois pour qu'on essaye de l'emporter parce que je crois aujourd'hui que c'est un moment clé pour la prise de pouvoir politique et faire ce changement-là. J'ai beaucoup d'espoir en toi, Nicolas, et en Europe Écologie Les Verts et ces élections. Donc voilà, moi je serai à vos côtés pendant ces 6 mois.
Écoute, grand merci, Jérémy, à la fois pour avoir pris du temps aujourd'hui, puis surtout pour ce que tu viens de dire, parce que ton aide, ton expérience et puis ton enthousiasme vont être ça va être très précieux pour cette campagne. Et puis, tu verras, c'est une dynamique collective qu'on essaie de mettre en place. Et voir des acteurs comme toi qui font le pas et décident de venir avec nous pour ces régionales, c'est déjà pour nous extrêmement encourageant. Et ça montre que, en tout cas, les choses sont en train de bouger. Donc, grand merci pour ton soutien. Je vous propose peut-être qu'on conclue. Je vous remercie tous déjà d'avoir suivi parce qu'on a un peu débordé. Vous avez été assez nombreux. Merci Jérémy pour cette conversation qui n'est pas Merci à terminée, toi. mais qui a été très riche. Et je vous donne rendez-vous assez vite. Justement, petit scoop aussi, ça sera Marie Toussaint, qui vous connaissez, qui est députée européenne, qui a été fondatrice de l'association Notre Affaire à tous et à l'origine d'ailleurs de la campagne L'affaire du siècle et du recours contre l'État d'ailleurs pour une action climatique. Et elle sera avec nous dans le même format le jeudi 4 février à 18h30. Voilà. On vous fera un petit rappel sur les réseaux sociaux pour que, avant la date, pour que vous oubliez pas. Voilà. Et écoutez, merci encore de nous avoir suivis. Grand merci Jérémy. Et Merci. j'espère, du coup, à très bientôt pour la campagne. Avec grand plaisir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Salut tout le monde.